Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. On a beaucoup de chansons. Je ne parle pas de la qualité de l'écriture, du chant, mais tout est devenu linéaire. Les seuls, je trouve, aujourd'hui, qui réussissent à avoir des... Et encore, est-ce que ça va... Bref. Ce sont les Réunionnais, avec Calypso, Michael et Achuros, qui réussissent à avoir des titres qui sont tubes partout. On faisait des concerts ici, on faisait des boîtes, les boîtes de l'époque, les Manapani, j'ai oublié le nom, le Diamant Noir, enfin, c'est la grande boîte à Montreuil, là, j'ai oublié son nom, bref. Et là-bas, c'était l'euphorie. Ouais, là, on avait besoin de garde du corps. Autant, c'était déjà le zouk R&B. Déjà, oui. C'était déjà ça, donc d'entrée, je commence à me dire, j'aime bien ce délire-là. Alors, il y avait quelque chose de magique à l'époque, c'est que pour faire des projets, il faut aller en studio. Il n'y a pas de home studio. D'ailleurs, le premier album, me semble-t-il, qui soit sorti en home studio, c'est mon album qui s'appelait At Home. Génération Média Tropicale, c'est vous. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Génération Média Tropicale. Chaque semaine, nous allons ouvrir ensemble l'album souvenir de cette belle aventure radiophonique qui a démarré en 1992 jusqu'en 2007. 15 ans qui nous ont accompagnés en tant qu'auditeurs et puis également en tant qu'artistes, puisque de nombreux artistes ont fait leur début, ont émergé, ont eu leur première diffusion via cette radio qui a accompagné des auditeurs franciliens, mais pas que, durant 15 années. Et donc chaque semaine, nous allons ouvrir ensemble l'album souvenir avec celles et ceux qui ont fait Média Tropical, mais également celles et ceux que vous avez entendus sur Média Tropical, qu'ils soient artistes, qu'ils soient animateurs, journalistes, techniciens, bref, toute la team Média Tropical viendra se succéder à notre micro de Génération Média Tropical. Et aujourd'hui, c'est un artiste qui nous fait vraiment l'honneur d'être là avec nous, un artiste qu'on aime beaucoup, c'est Ali Angel. Salut Ali. Salut. Bienvenue à toi. On est ravis de te recevoir à Génération Média Tropicale. Je le disais, l'aventure Média Tropicale a démarré en 1992. Une année très importante pour toi puisque c'est l'année de ta majorité. Un moment très important dans une vie parce qu'on quitte l'adolescence pour la vie adulte. Et toi, tu es passé de l'adolescence au monde de la musique en 92. Ouais, j'ai commencé effectivement la musique en 92. Effectivement, c'était enfin la vie est bizarre quoi, j'étais pas du tout censé être musicien, je ne viens pas d'une famille de musiciens, il y avait rien qui me prédestinait à ça, je faisais des études de maths, physique, enfin un truc barbant quoi. En Martinique. Mais en fait en vrai le fait que je foutais pas grand-chose non plus au lycée et du coup j'ai redoublé ma seconde. Et quand je redouble ma seconde, je me retrouve dans l'année d'après avec dans ma classe, ma nouvelle classe avec de nouveaux élèves. Et je te jure que c'est pas une blague. Il y en avait 3 à côté de moi. Il y avait Hervé Selcal, qui est devenu un grand pianiste de jazz et il a été chef d'orchestre d'Admiralty. Enfin, c'est un très très grand musicien aujourd'hui. Carlos Rodzen, pareil, gros pianiste de jazz martiniquais aussi, très connu là-bas. Et Fabrice Servier. Voilà. Donc, ces 3 compères-là se connaissaient, parce que c'était ils se connaissaient dans les églises et tout ça, et moi je suis au milieu, je les connais pas, mais ils sont là à côté de moi tout le temps. Donc à leur contact, j'ai commencé à faire de la musique. J'en faisais déjà un tout petit peu avec un groupe avant, avec Samuel Darnal, qui est aussi devenu un grand pianiste de jazz. Aussi. Mais c'était comme un signe de Dieu. J'ai dit écoute, est-ce que c'est pas par là qu'il faut aller? J'ai commencé à me passionner pour ça. J'ai encore moins travaillé à l'école pour devenir musicien. Voilà. Mais j'ai quand même eu mon bac. Ça, c'est pas mal. Bac, à l'époque, en 92, c'était? Alors, j'ai eu bac maths physique, bac D. Ouais. Bac D, je suis parti. Alors, tu vois, la vie. Je ne sais pas comment je fais pour avoir mon bac, mais je l'ai, mon bac maths physique, tu vois. Et donc, du coup, je pars faire un DUG A en Guadeloupe, DUG maths physique appliqué. Voilà. Qui est devenu DUG A, DUG absent, autant te dire, parce que je suis allé 3 fois à Fouilleul. Mais pourquoi? Parce que j'arrive dans une cité en Guadeloupe où je dois être logé. C'est une cité où habitaient, entre autres, où sont passés, où venaient tout le temps, David et Corinne, Jean-Michel Rotin, les Custos, Thierry Jean-Pierre. Enfin, voilà. Je me retrouve dans cet immeuble-là, où ils sont tout le temps en bas. On commence à parler, à sympathiser. Et ils m'attrapent, ils me mettent dans le studio, ça s'appelle le PM Studio, qui existe toujours, mais maintenant à Paris, le PM Studio. Et puis ils m'adoptent.
Et je commence à travailler là-bas. D'abord, je commence par balayer, faire le café, puis très vite, je commence à me rapprocher des machines. Et l'année d'après, le premier album de Théorème est sorti. Et voilà. à l'époque, est-ce que tu jouais déjà autant d'instruments? Parce que ta spécificité, Ali, c'est que tu es avant tout un musicien. Et ça, c'est très intéressant de voir, parce que contrairement à d'autres artistes qui écrivent beaucoup, qui chantent, toi, avant tout, ce sont les instruments. Et à quel moment, justement, tu as ce déclic pour, justement, tous ces instruments qui t'ont donné envie de faire de la musique? Déjà, quand je suis petit, j'arrive en Martinique. Alors, je suis né au Mexique, et je parlais pas un mot de français. Donc, quand j'arrive en Martinique, dans la cour d'école, je savais pas trop comment m'exprimer avec les enfants. Donc, eux, ils prenaient des sortes de grandes boîtes de conserve, tu sais, de la cantine, et faisaient du tambour dessus. Donc, moi, j'ai commencé par là. Pour m'amuser avec eux, j'apprenais à faire pour échanger. Pour échanger. Et donc, du coup, j'ai aimé ça. Donc, ma mère m'a inscrit à ça s'appelait le CERMAC, voilà. Ça s'appelle toujours le CERMAC, au cours de percussion d'Alfred Varas, qui était un percussionniste très connu en Martinique. Donc, j'étais déjà un petit peu dans le truc. Mais moi, j'aimais vraiment la musique traditionnelle. J'ai commencé par les percussions. Je me rappelle que je me baladais partout sur les plages avec mon tambour. Et puis, dès qu'il y avait on appelle ça en Guadeloupe les was, mais chez nous, je sais pas comment ça s'appelle en Martinique. Je mettais mon tambour et je jouais. Et je me suis retrouvé comme ça à jouer avec Léon Sainte-Rose, avec Tédé Saint-Prix, alors que j'étais tout petit. Donc j'étais déjà un petit peu dans ce truc-là, mais très plus racine, vraiment plus musique traditionnelle, ce qu'on appelle chez nous le cheval-bois. C'était dans la musique cheval-bois. Bien sûr. Et en fait, quand moi j'arrive en seconde, j'ai toujours cette musique en moi. Mais j'ai devant moi 2 pianistes et un guitariste, chanteur. Donc les 3 m'intéressent déjà. Écrire, composer, pas chanter, j'ai jamais voulu chanter, mais écrire, composer et les 2 pianistes. Donc je travaille un peu le piano, j'apprends un peu la guitare avec Fabrice et Olivier Jean-Alphonse que j'ai rencontré entre-temps. Et puis je trifouille, vraiment, je suis pas du tout bon. Mais j'ai l'idée à un moment donné avec mon voisin Laurent Midas, viens, allons faire de la musique, puisque son tonton en faisait un peu, il a acheté un synthé, on a commencé à faire. Et puis on a monté un petit groupe, on était tous les 2 pianistes. C'était le groupe Théorème. Déjà. On fait notre premier concert au lycée Schelcher. À l'époque, à la fin des années scolaires, il y avait des grosses fêtes dans les lycées. Les premiers concerts au lycée, les premières connexions avec le public, on ressent quoi quand on sort de l'adolescence, on commence à faire ses premiers concerts, devant les filles, devant les gars, on ressent quoi à ce moment-là, Ali? Ce serait dur de te dire, parce que c'est une sorte Parce que ce sont les premières fois. Ouais. Et ça marque. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que dans notre tête, on devient des stars de l'instant, parce qu'effectivement, comme c'est quelque chose de très... c'est pas quelque chose de sérieux, il y a pas de stars qui jouent, c'est que des élèves qui voient le matin en cours, quoi, tu vois. Mais comme on joue et qu'il crie, il y a tout le public qui crie, machin, on est content, mais ça ne dure pas longtemps, c'est juste qu'on est content d'avoir fait notre petit spectacle. Mais en fait, ça encourage quand même, parce qu'on arrivait quand même avec une musique assez bien ficelée, parce que moi j'ai toujours été très perfectionniste, c'est moi qui programmais déjà. Alors la première chose que j'ai faite, c'est être programmateur de musique avec un petit séquenceur, et je faisais les choses vraiment avec beaucoup d'attention, et c'est ce qui avait surpris déjà à l'époque. Mais du coup, donc dans le groupe Théorème, donc au début je suis pianiste, ensuite il y a un pianiste qui arrive, un vrai, donc je me mets à la guitare. Ensuite, il y a un autre pianiste qui vient, donc Laurent qui était au piano se met à la guitare et je me mets à la basse. Donc c'est vraiment parce que chaque fois il fallait faire tourner. Et donc je me suis intéressé aux 3, et avec le temps, j'ai lâché aucun instrument. Et voilà, j'ai continué. On dit souvent que les instruments, c'est un petit peu comme les langues. Tu commences à en parler une. Ta langue maternelle, c'est l'espagnol, tu apprends le français, tu entends le créole également à la maison, donc après ça s'additionne facilement. Est-ce que c'est la même chose avec les instruments? Oui, il y a des logiques qu'on retrouve, des choses qu'on transpose d'un instrument à l'autre, et ça permet pour moi vraiment une compréhension de ce que c'est l'orchestration. C'est pour ça que je suis devenu très vite réalisateur, parce que je comprenais, en fait, si tu veux, comprendre la musique, l'orchestration, j'ai commencé à le faire très tôt, parce que je m'amusais pour apprendre la musique, je m'amusais à faire des reprises. Et donc de reprendre des grands classiques de la musique antillaise de Zouk me permettait de comprendre comment avaient pensé les musiciens
Ah ouais, donc ils ont joué la basse comme ça parce qu'il y a tel synthé qui fait ça et la guitare fait ça. Donc ça se répond. À un moment Voilà. où t'as pas d'informatique. Voilà. Où vraiment chaque instrument sont additionnés les uns avec les autres. Exactement. Voilà, il y a pas de, les studios sont complètement analogiques, machin. Il y a très très peu de pistes. Donc je commence à comprendre la logique et je suis fasciné par ça. Parce que pour moi, ces personnes-là qui ont fait ces arrangements-là sont des génies, ce sont des mentors sans qu'ils le sachent. Enfin, vraiment, ce sont des gens que je vénère vraiment. Et donc j'étudie, je commence à connaître la couleur de chaque musicien. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai développé la mienne après. Parce que j'ai maîtrisé la couleur de plusieurs. J'ai dit, mais moi, qu'est-ce que j'amène moi? Qu'est-ce que je développe moi? Et j'ai mixé un petit peu des choses. J'ai mixé mes influences qui venaient d'ailleurs quand je vivais au Mexique et tout ça. Et j'ai mélangé un petit peu tout ça. Et j'ai créé ma couleur comme ça. Je suis devenu donc effectivement réalisateur, multi-instrumentiste et puis au final ingénieur du son. Parce qu'en fait, étant un éternel insatisfait, j'étais pas content de ce que les ingénieurs faisaient sur les albums. Je disais, mais c'est pas comme ça que je vois le truc. Alors, sûrement, je vais le laisser faire parce que moi, je débarque. Lui, c'est un mec expérimenté. Il a, voilà les disques dans son CV. Donc, vas-y, écoute quand même. Quand ça sort, j'aime pas. Donc, autant prendre la place. Bah, autant essayer de voir si, quand moi je le fais, est-ce que déjà, moi, je suis content, mais est-ce que ça choque les gens? Est-ce que ça vous choque? Non, pas du tout. Et tu vois, je te donne un petit exemple, tout simple. Alors c'est bête, hein, parce qu'il y a un côté, moi j'ai jamais pris de cours de musique finalement, tu vois. Mais j'ai tous mes potes qui prenaient des cours de musique, qui étaient au conservatoire et tout ça. Je suis sûr que j'ai un catalogue SACEM 10 fois plus balèze 100 fois plus balèze que le leur. Parce qu'il y a quelque chose qui freine souvent la créativité et la folie, c'est la théorie. Et je me rappelle qu'un jour, je commençais à peine le piano et avec mes copains au lycée parce que du coup, je me suis retrouvé en classe musicale, tu vois. S'ils étaient avec moi, Fabrice et tout ça, et tout ça, c'est parce qu'on était dans une classe musicale. J'étais tombé dedans par hasard, mais c'est pas parce que je l'avais demandé. C'est une des secondes qui restait là, on m'a mis dedans. Comme quoi, parfois. Voilà. Et donc, du coup, je leur dis, sur le piano de la salle de cours, j'ai dit, j'ai fait un morceau avec tels accords. Ils me disent, c'est pas possible, Ali. Je lui dis, comment ça? Bah écoute, il m'a dit, oui, mais tu vois, au niveau théorie, tu ne peux pas mettre tel accord après celui-là. Je dis, quand je le joue, j'aime bien. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. D'accord. Je rentre chez moi. Et là, dans le studio avec mon voisin, Laurent, je programme la chanson. Je mets les violons, je mets tout, je mets la rythmique, je mets tout. Et je leur fais écouter quelques jours après. Je dis, voilà, j'ai programmé ça. C'est toi qui as fait ça. C'est super bien. C'est super bien, super bien. J'ai dit, ouais, mais en fait, c'est le mi, il est mineur, là. Donc ça passe. Mais est-ce que c'est pas ça, l'art? L'art, c'est s'affranchir des règles. Voilà. Et c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, vous voyez, comme quoi, si j'avais suivi votre conseil, j'aurais pas fait ça. Et ça m'a donné une leçon. C'est fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et je vais plus loin avec le temps. Bon, après, je vais pas aller trop vite, mais avec le temps, je suis arrivé à un stade où non seulement je me fais confiance, en plus, je m'en fous de la vie des gens. Et ça choque souvent les gens dans le métier qui disent, putain, ce mec, Ali, il en a rien à foutre. Il fait ces trucs, ça peut être complètement allumé. Il s'en bat. Il s'en fout de ce que pensent les gens. Et je te jure que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, si tu écoutes le premier album que j'ai fait, Théorème, premier titre, l'album s'appelle Good Friends. Premier titre, c'est le titre Good Friends. Ça commence par un solo disto à la Metallica, machin. Dans un album de Zouk dans les années 90, tu fais pas ça, quoi. Et moi, j'arrive comme ça et je chante en anglais. En plus, c'est ma voix qu'on entend en premier. Alors que je veux pas chanter, hein. Je suis pas le chanteur de Théorème. Mais comme je composais avec Olivier, quand je lui présente les chansons, je chantais, je dis, tu vois, pas, attends, tu vois, il me dit, mais chante. Je dis, bah, pas du tout. Ça va pas, quoi. T'as entendu comment tu chantes, Olivier? Je pense que vous voyez qui c'est, Olivier Jean-Alphonse, voilà. Donc, je lui dis, je vais pas chanter à quoi? Tu plaisantes ou quoi? Il m'a dit, non, tu vas chanter. Je vais te laisser chanter sur l'album. Et c'est lui qui a fait que j'ai chanté. Moi, à la base, je voulais pas. Et donc, c'est ma voix qu'on entend en train de chanter, en anglais, sur un album. J'ai toujours été comme ça. Et regarde, mon premier album solo, premier titre, Conte de fées, disto, machin. Tu vois, voilà. J'ai toujours été, voulu aller à l'inverse de la mode. Et, créer quelque chose. Ne pas être quelqu'un qui suit un style. C'est bien, hein. Attention, les styles sont bien. Mais, devenir quelqu'un qui me laisse une trace particulière avec un son. L'idée, c'est, je préfère ça
que de vendre des milliers de disques sur quelque chose qui n'est pas à moi, quoi. Mais cette démarche, est-ce que tu l'avais dès le début, justement? Justement, je l'ai eu à ce moment-là. Quand ce gars-là m'a dit, c'est pas possible de faire avec cet accord-là, et que je l'ai fait, et que ça a marché, j'ai dit, écoute pas, fais ton truc. Fais ton truc. Et je peux te dire, j'analysais la musique. Tu sais, j'ai une anecdote sympathique. J'écoutais beaucoup de zouk à l'époque. Je commençais à peine, mais quand je dis je commençais à peine, je jouais pas vraiment, hein. Mais par contre, je programmais bien. Je prenais le temps de programmer. Mais j'étais pas un pianiste de ouf. Et je critiquais les zouks qui sortaient. Parce que j'aimais pas. Ça veut dire que j'ai déjà une sorte de logiciel dans la tête dans lequel se développe une certaine esthétique personnelle. Et les copains me disaient, ouais, mais arrête de critiquer, machin, hein, t'as qu'à faire, toi. Et tu sais, moi, je suis comme ça. J'ai fait, ah ouais, ok, je vais faire. Quand je croise ces copains-là aujourd'hui, je dis, alors, j'ai fait ou pas? Je rigole, mais c'est vrai, c'est un peu comme ça. C'est pareil, quand j'étais assistant, quelques années après, j'étais assistant au studio de Latitude, le studio de Ronald Rubinel. On faisait l'album Duo du Soleil. Duo du Soleil, le premier. Et arrive un guitariste que je ne connais pas. Non, c'était pas. Non, je faisais d'abord l'album Corinne D, la sœur de Corinne, de David et Corinne. Et arrive un guitariste que je connais pas, Thierry Delannay. Il arrive tout jeune de Guadeloupe et il joue. Et il me dit, mais toi, tu es qui? Tu fais quoi? Je dis, oh, moi, je suis assistant. J'ai fait le groupe Théorème. Ah, d'accord, machin. Et je suis bassiste. Et Thierry me dit, il y a trop de bassistes. Fais de la guitare. Et moi, j'ai fait, ok. Et j'ai fait de la guitare. Je fonctionne comme ça. C'est-à-dire, c'est des sortes de défis. Des défis. Et j'ai dit, voilà. Pareil, j'étais pas un G-son. Je suis à l'époque, donc je suis à Section Zouk. Et je travaille avec l'ingé son Thierry Doumer, qui avait mixé le premier album de Théorème. Donc je suis content de le revoir, parce qu'on s'est pas vu quand même, c'était 10 ans après, quoi. Et il vient mixer Zouk Bordel 2003, à cette époque-là et tout. Donc un peu moins de 10 ans. Et moi, je présente donc les titres qu'il doit mixer, mais quand je lui présente, il me dit, mais ça sonne bien. Je lui dis, oh non, mais c'est pas mixé, c'est juste, il m'a dit, tu devrais mixer. Je fais, ok. Et la semaine d'après, je mixais l'album d'Elisio. Donc c'est comme ça que j'aime les défis, j'aime qu'on me dise, tu peux, ouais. C'est pareil pour être chef d'orchestre ou guitariste live. Tu pourrais faire. C'est Mehdi Custos qui me dit, ouais, Ali, je pars en tournée, là. Guitare? Allez, vas-y, go. Alors que j'avais jamais fait ça. Tu vois, on me lance des défis et j'accepte. Des défis, des rencontres. Et j'aimerais qu'on revienne, Ali, sur le premier album de Théorème. Donc on est au début des années 90, et donc en parallèle, à Paris, puisque donc tu es en Martinique, à Paris, démarre l'aventure médiatropicale, donc à partir de 92. Est-ce que en Martinique, tu commençais à imaginer entendre tes chansons à la radio? Parce que c'est vraiment une consécration pour un artiste à cette époque-là. En plus, je suis jeune, et je ne suis pas prédestiné à ça. Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, faut pas oublier le contexte à l'époque. Être musicien qui sort un disque, c'est avoir un contrat avec une maison de disques, et une maison de disques qui va mettre beaucoup d'argent pour faire l'album. Ma famille ne comprend pas que je puisse décrocher un truc pareil, quoi. Comment ça, tu as fait un disque, où tu as pris l'argent, qui va te signer, mais c'est pas possible. Enfin, donc déjà ça, c'est déjà un premier truc. Quand les CD sont arrivés en Martinique, avec les posters et tout ça, et qu'on les ouvre dans le salon, là, il y a tous les copains. Parce qu'il faut te dire que moi, j'habitais dans une cité, Théorème, c'est les gens de la cité. C'est les gens avec qui on faisait du football l'année d'avant, et puis on sort un disque l'année d'après, quoi. On en est là, c'est vraiment c'est comme tes copains voisins. Voilà. Bon. Donc on est hallucinés. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait un disque, quoi. Et là, on commence à être diffusé, on devient fou. Ça passe partout. Théorème, le premier album, Théorème Latin Girl, 20 ans, c'était tellement énorme que, ouais. Et ce qui se passe, c'est que juste après, moi, je pars à Paris. Je découvre, effectivement, la tournée des médias. Et je me retrouve à faire des médias. Donc, effectivement,
il se trouve qu'en plus, à l'époque, ça ne cartonnait pas encore en France, mais par contre, ça cartonnait aux Antilles. Et je me suis pas rendu compte du carton aux Antilles, du coup, parce que j'étais en France. Parce que t'étais à Paris. Voilà. Et donc, on installait les choses. Et effectivement, je me retrouve à aller à Média Tropical et à découvrir les locaux. Alors, c'était les premiers locaux à la Tour. C'est ça, c'était ça, les premiers locaux à la Tour à Montreuil, avant qu'ils aillent un peu plus loin. C'était toujours à Bagnolet. À Bagnolet, voilà, Bagnolet. Et donc voilà. Oui, c'était non. La Tour, c'était à Bagnolet. Je sais plus. Enfin, bon, c'était dans le même coin. Mais donc je me retrouve à aller dans ça et à découvrir un monde que je connais pas et à croiser d'autres artistes. Sachant qu'en Martinique, t'as fait peu d'interviews en fait. Ah oui, à ce moment-là, l'album vient de sortir. On arrive à peine. Bon, on n'a même pas fait de date la première année véritablement. Peut-être 1 ou 2 petits playbacks dans des fêtes patronales. Mais on n'a pas fait les gros médias. À l'époque, faut pas oublier que c'est l'époque de Quack Taxi Créole, Palaviré, tous ces gros groupes qui prenaient tout. Toute la place, bien sûr. Ouais. Il y avait Acoustic Zouk, enfin, il y avait des tops aux Antilles à cette époque-là. Et puis, c'est l'époque où Rotin sort son album Héros. Enfin bon, tu vois, il y a des poids lourds sur le marché. Donc nous, on est tout petits. Ça foisonne aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sortent chaque année. À l'époque, c'était incroyable. Donc nous, on arrive. Pendant qu'on est là pendant les vacances, ça s'installe un peu, mais ça explose quand je suis pas là. Enfin, quand nous, on n'est pas là, parce qu'on part tous. Quand on arrive à Paris pour l'installer à Paris, alors que ça cartonne là-bas. Et à Paris, donc faut l'installer aussi. Donc c'est la découverte véritablement. C'est plus à Paris effectivement qu'on se retrouve à faire des interviews par-ci par-là, à connaître des gens, et à commencer à se poser des questions sur sa vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on continue ou pas? Et à ce moment-là, tu te la poses à quel âge? Là, donc du coup, j'ai 20 ans, parce que j'ai écrit la chanson 20 ans pour mes 20 ans. Donc ça sont là, parce que du coup, effectivement, le Doug A, on l'oublie. Hein, j'y suis allé 3 fois. Compliqué de concilier. Hein. Voilà. Et donc je pars à Paris pour... maman me dit, mais tu vas faire quoi du coup? Je dis, écoute, je vais faire comme Laurent, donc le voisin qui j'avais commencé, mon meilleur ami. Il s'est mis, lui, il a tout plaqué aussi. Il se met dans une école d'ingé son. Donc je vais faire comme lui... Mais j'ai pas réussi à m'inscrire dans l'école d'ingé son. Il y avait un nombre de places, je sais plus quoi, j'ai pas réussi. Donc je suis allé en musicologie On revient à la théorie. Voilà, on revient à la théorie. Ouais. Et pareil, j'y suis allé 3 fois. Ça me saoulait. Moi, je voulais écrire, composer. Ça ne m'intéressait pas. Et jouer aussi? Même pas. Même pas? Même pas. Pas encore. Tu sais, chaque personne a son truc. Il y a des gamins, ils veulent jouer. Moi, je voulais construire un répertoire, composer, déposer une marque. J'avais quelque chose que je ne maîtrisais pas, qu'il fallait qu'il sorte de moi. Plutôt que de jouer, je voulais être entendu. Tu vois? Sortir des disques, sortir des choses, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a toujours été ma stratégie jusqu'au dernier projet que j'ai fait il y a quelque temps, J-Con, où on a d'abord composé, écrit, fait un album, avant de jouer. J'ai dit, ça sert à rien de jouer alors qu'on n'a pas encore de Et avec toujours cette idée d'inscrire quelque chose de nouveau. Ah oui, toujours, entre guillemets, le mot est fort, surprendre, choquer. J'allais dire choquer, mais surprendre, c'est mieux. Ouais, toujours surprendre, ensuite, on n'était pas prêt à ça. Et ça a toujours été ce que j'ai fait. Toujours surprendre par le produit, que les gens ne se disent pas, ouais, c'est encore comme d'hab, quoi. C'est comme l'ancien. Non, ça, je ne supportais pas ça. Donc, pour durer dans le temps, comme j'ai eu mes mentors, et j'ai côtoyé mes mentors, et je les ai vus monter et descendre, je me suis fait l'idée de pourquoi ils étaient descendus. Donc, je me suis défendu de faire la même chose qu'eux. C'est-à-dire, s'ils ont laissé tomber à un moment donné, c'est pour telle raison. Essaie de t'en prémunir. Ils sont laissés tomber parce qu'ils sont passés du côté business. Va pas dans le business. Tu vois, essayer de comprendre qu'est-ce qui avait fait qu'on se désintéresse de ça. Et c'est dur, ce que je fais. C'est un choix de vie, C'est un très gros choix de vie qui coûte cher. Mais voilà, on ne vit qu'une fois. J'ai dit, je vais aller par là. J'ai une valeur, j'ai un rapport à l'argent qui est très particulier, puisque je déteste l'argent, vraiment. Donc ça n'a pas été compliqué de faire ce choix-là, de me dire, non, je vais me concentrer sur l'art. Et en même temps, l'argent est au cœur de l'industrie musicale, parce que quand tu arrives à Paris, effectivement, avec toutes ces idées, toutes ces envies, tu es aussi confronté au monde de l'industrie musicale. Et d'ailleurs, dans les années 90, on est vraiment dans l'explosion un peu musique business. Et c'est ce qui me dégoûte.
Comment c'est tu ce le qui me vis? dégoûte. Je très mal. Parce que je me rends compte que des gens que j'admire, en fait, sont des vrais cons. Parce qu'ils parlent que de fric, que de ça, que de ça, que de ça. Et je me dis, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je suis quelqu'un de beaucoup plus simple, beaucoup plus... Ouais, plus artiste, quoi, d'une certaine manière. À ma façon, hein, parce que je connais des artistes extraordinaires, mais qui sont dans d'autres branches, qui sont vraiment sur la scène, sur les tableaux, l'écriture. Moi, je suis plus dans la technique, dans la composition, dans la recherche, dans le son. Mais à aucun moment on m'entend parler d'argent. On m'entend parler de création, de surprendre, de laisser une trace, tout ça. Et en face, tout est une question de prix, tout est une question de ceci, cela. Je dis, excusez-moi, ça me saoule. Et à cette époque-là, contrairement aux générations actuelles qui sont beaucoup plus à l'aise avec les questions d'argent, il n'y a pas de vidéo sur YouTube pour comprendre, Ah non. T'es pas accompagné, t'es tout seul. Ah oui, et d'ailleurs, évidemment, les contrats à la con que j'ai pu signer, je me suis fait avoir, les propositions complètement débiles. Jusqu'à aujourd'hui, j'aide, aujourd'hui, je suis dans la transmission, beaucoup avec les jeunes, en leur disant, ne faites pas ça, mais quelquefois, je peux pas, j'ai pas le choix. Parce que le monde a changé, et pour les gens, c'est naturel de filer des points d'édition, des points de production comme ça. Ah, t'étais là, tiens, prends un point. D'accord? Le point de SACEM, non. La SACEM, c'est un droit, la création, c'est un droit inaliénable. On peut pas, comme ça, distribuer des points de SACEM au bon plaisir. J'ai vu des mecs donner des points de SACEM à leur garde du corps. Ah ouais? Ouais, mais le gars me protège, donc je lui ai donné 2 points. D'accord. Donc, en gros, si demain, ça devient tube planétaire et que tu gagnes un Grammy, donc il va monter sur scène avec toi comme étant compositeur de la chanson. Ah oui, il est nommé, hein, attention. Hein. On nomme les auteurs, les compositeurs de la chanson au Grammy, composé par un tel, donc il va gagner un Grammy. Alors qu'il est là juste pour te protéger, si tant est que tu as besoin d'être protégé. En plus. Généralement, dans le milieu antillais, j'en ai jamais eu de garde du corps. Encore ta simplicité, encore. Ouais, donc voilà, j'ai jamais eu des gens, moi je me baladais, j'ai passé ma vie à me balader tout seul. J'ai eu un manager à une époque que j'embrasse, Guylaine, qui m'a managé pendant quelques années, mais voilà, il y avait un côté entre nous très pro, en fait. Pour moi, c'était la seule aussi qui avait le diplôme et la connaissance pour savoir ce que c'est qu'un manager. C'est une époque aussi où il n'y a pas la starification qu'on a aujourd'hui autour des musiques. Si, malgré tout, parce que qu'est-ce qui a fait que certains artistes ont pété, ont explosé, c'est que justement, ces équipes qui se mettent moi je déteste ce mot-là, ouais, j'ai mon équipe, je déteste ça. C'est que ces équipes-là, qui ne sont absolument pas formées, qui sont leurs copains, on n'est pas dans du professionnalisme, et ils leur montaient la tête en leur disant, vous êtes des stars, machin. Et le fait que, et ça c'est vrai, c'est pas mauvais, que dans ce sens-là, c'est que quand on te persuade que tu es une star, que tu as le mérite, que tu as machin, bon, si tant est que ta tête n'explose pas trop, tu deviens bon. Et tu deviens une star. Tu brilles parce que tu en es persuadé, parce que tout le monde autour de toi te le dit et donc c'est un défi pour toi. Donc ça peut fonctionner, ce truc-là. Et c'est ce que j'ai vu autour de moi. Et des gens qui s'en sortent bien avec ça, malgré tout, qui sont des bonnes personnes, qui ont été avec des mauvaises équipes, au final. Mais qui avaient ça de bon, c'est de leur faire croire en eux. Donc voilà, ça peut fonctionner. Mais si tu veux, la déception, c'est ça, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on idéalise dans le métier, que ce soit le business, l'entourage, les contrats, le rapport aux médias, le rapport au label, tout ça, c'est assez nauséabond, en vrai. En vrai, c'est vraiment nauséabond. Et je peux te dire, je mets ma main, je mets des billets sur la table, il n'y a pas un artiste qui va te dire le contraire. Eh ben écoute, si tu le veux bien, mettons cette partie business de côté et revenons à la musique. Ouais, ouvrons le capot, parce qu'on est dans les années 90 et que faire de la musique, ça demande beaucoup de temps, bien plus qu'aujourd'hui où des chansons sortent à tire-larigot quasiment à la semaine. Raconte-nous un petit peu comment naissaient les chansons à cette époque-là. Donc durant les années 90, on abordera les années 2000 un peu après. Comment tu travailles, comment naissent les chansons, comment les bandes circulent entre musiciens pour pouvoir ajouter tel ou tel instrument. Alors il y avait quelque chose de magique à l'époque, c'est que pour faire des projets, il faut aller en studio. Il n'y a pas de home studio. D'ailleurs, le premier album, me semble-t-il, qu'il soit sorti
en home studio, c'est mon album qui s'appelait At Home, parce que j'avais fait à la maison. Ouais. Et mais avant, il fallait aller dans des gros studios. Et moi, imagine-toi, je parle de, allez, deuxième album que je fais. Ben oui, c'est Tony Chasseur et les Zouk Machines qui font les chœurs, c'est Jacob qui fait les guitares. Non, ça c'était pas Jacob, c'était Jeff Bayard. Jacob, c'est l'album d'après. C'est Etienne Mbappé, Guy Nsangé qui font les basses, quoi. Enfin bon, on était tout le temps au contact des plus grands musiciens de Paris, qui étaient des session man, qu'on appelait comme ça, et qui venaient en studio pour jouer pour des petits albums. C'était leur métier. Ils partaient le matin avec leur guitare, leur basse, ou l'instrument qu'ils jouent, quoi. Et dans la journée, ils faisaient 3-4 séances pour des artistes, que ce soit des grands, ou des moyens, ou des petits, ou des débutants. Et moi, je me rappelle de ça. J'étais en studio pour le deuxième album de Théorème, on est en 97. Et puis Ronald Rubinel, donc déjà c'est Ronald Rubinel qui produit, qui nous dit, bon les gars, les enfants, dépêchez-vous avec Thierry Fanfan à la basse, parce qu'il y a Jacob qui arrive dans 10 minutes. Je sais pas si tu imagines. Donc tu vois, cette magie-là aussi c'est quelque chose, parce que quand tu rencontres ces grandes stars, ces idoles, ils viennent pas et puis ils te parlent pas, ils branchent leur truc et ils partent. Non, ça discute. Ils te parlent, on prend des conseils, ils nous disent, ah là par contre les gars, vous auriez pu faire comme ça, tiens, écoute comme ça. Donc tu es une éponge. Et donc tu disais que t'as pas pris de cours en école de musique, mais en expérience là aussi. En expérience, là c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est phénoménal. Et donc la création, elle se fait parce que il y a cette partie de toi qui a emmagasiné, il a été une éponge de plein de choses que tu as écoutées quand tu étais jeune. Alors, tout dépend de ce que tu aimais comme musique. Moi, écoute, c'est simple. J'aimais Sakio, j'aimais Gilles Floro, j'aimais, bon, évidemment, Kassav, j'aimais Quack, j'aimais Taxi. Enfin, j'avais plein certaines choses que j'aimais. Plus la tradition. Mais donc, je mets tout ça dans ma tête, tu vois. Et quand je me mets derrière mes trucs, ben, je sais pas comment arriver à ça. Mais donc, je vais prendre ce petit clavier-là de Floro, il avait fait comme ça, mais j'aime bien cette ligne de basse de Rotin, enfin bon, tu vois. Et après, c'est transcendé en studio par d'autres musiciens qui viennent apporter des choses. Et là, tu vois de quoi tu es parti et où tu es allé. Et tu enregistres. Mais Jacob, il a fait la guitare comme ça. Ok. Donc, ok. Prends ta guitare pour la fois d'après. Donc, c'est d'abord ça. Il y a aussi une chose, c'est que la technologie à l'époque était très primitive entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des vieux Atari, un vieux synthé MIDI, donc on est très limité en termes de qualité de son. Par rapport à Kassav, vous avez des mecs qui arrivaient avec des murs de synthé, enfin c'est pour ça que le son de Kassav de ces années-là est monstrueux. Rotin, quand il arrive avec Laurent Romain c'est un fou des synthés, donc il arrive avec un gros son. Nous, on n'a pas ça. Donc on est complexé. On n'a pas envie de sortir. Moi, je me rappelle, je voulais pas sortir les albums. Théorème, pendant que je suis en train de préparer le Théorème à Paris, j'entends Héros de Jean-Michel Rotin, j'ai envie d'annuler. Et dis non, je peux pas sortir un album après ça. Et rien que cette démarche chez moi, elle dit beaucoup, parce que je suis conscient que pour être compétitif, il faut hausser le niveau. Je ne peux pas me contenter de ce que je fais là. Donc je mets les bouchées doubles et puis je dis 96, 2 ans après, avec gamme majeure, on refait un album, mais là on va aller encore, on va monter le niveau. Damien Saint-Val arrive avec Améthyste. J'ai envie d'annuler. Parce qu'Améthyste, cet album est phénoménal. Mais encore une fois, je prends la gifle et ça me motive. Allez, va travailler. Et avec le temps, je continue à apprendre et à m'équiper. Il fallait s'équiper jusqu'à ce que je réussisse à m'acheter mon sampler. Le sampler, c'est ce petit cet appareil sur lequel on peut enregistrer des bouts de sample, voilà, des bouts de son, et découper et faire des choses. Et à partir de là, avec la découverte, la rencontre en parallèle avec Nichols, tous les deux on s'est enfermés dans des studios, et c'est avec Nichols que Ali Angel est né. En fait. Et que la nouvelle génération de compositeurs et un nouveau son également qui est arrivé. Certains l'appelaient Zouk R&B. C'est ça. D'ailleurs, toi, comment tu l'appelais? Oh, moi, je faisais du Zouk R&B. Tu sais, quand je suis arrivé en Guadeloupe, avant, je faisais pas du tout du Zouk R&B. C'était pas du tout mon truc. Quand j'arrive en Guadeloupe, l'une des premières personnes pour lesquelles je travaillais au studio PM, c'est Jean-Michel Rotin. Sur l'album Héros. C'est-à-dire que je me rappelle, j'avais maquetté avec Grégory, le morceau Cigarette. J'avais me retrouvé avec les bandes pour qu'ils envoient ça, tu vois,
à Jacob pour que ce soit validé sur l'album. Enfin bon. Et moi, donc, Rotin, c'était déjà le zouk R&B. Hein. Déjà, oui. C'était déjà ça. Donc, d'entrée, je commence à me dire, j'aime bien ce délire-là. J'aime beaucoup. Donc, j'étais déjà parti. Mais quand je rencontre Nichols, qui lui est un Antillais, mais de Paris. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, je suis Antillais 100%. Moi, Paris, j'y suis jamais allé. Jamais. Donc, Paris, je connais. Ah, tu vois, Média Tropical, je connais pas. Moi, j'ai jamais entendu parler de cette radio. Je ne connais pas. Et quand j'arrive à Paris, parce que Nicole, je la rencontre quand il était à l'armée en Martinique. Et quand on rentre à Paris, que je commence à traîner avec lui, c'est un fou, c'est un danseur de hip-hop de rue. Il chantait aussi. Et lui, il avait des cassettes en import des États-Unis. Il n'allait pas à la Fnac chercher ces trucs. Donc j'écoutais des albums R&B originaux à l'époque, et c'est sur ça qu'on samplait des trucs, on commençait à chercher des choses, mais des nuits. Hein. Et d'ailleurs, justement, Ali, est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences aussi à t'ouvrir au monde? Parce que tes influences étaient essentiellement antillaises pendant très longtemps. Naturellement, c'est ta construction, mais en arrivant à Paris, tu commences à entendre effectivement des sons anglais, des sons américains, des sons allemands, et tout ça aussi nourrit. Complètement. Et j'ai pas eu peur de les mélanger. Tu vois, j'ai pas eu peur. Je me suis dit bon, je vais me faire démonter, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au moins je fais des tests, je fais des choses. Soyons fous. On est jeunes, on est fous. Vas-y, on y va. Et donc avec ce sampler-là, je suis passé à un autre stade, c'est-à-dire que il y a la composition juste piano-voix et puis c'est arrangé par d'autres personnes après quand d'autres musiciens viennent. Mais le sampler, je pouvais moi-même sampler des guitares et puis ça sort comme ça. Tu vois, on partait dans une autre façon d'orchestrer les choses et ça créait un son en fait. Ça a créé un son. L'un des exemples le plus marquant pour moi dans ça, c'est quand j'écoute le titre Lova Girl de Lord Costi Lincha que j'ai fait avec Joël Jacoulet. C'était du sampling, en fait, les arpèges de guitare, c'est avec une vieille guitare cassée que Joël avait, sa vieille Takamine, il est venu à la maison, et puis il a joué, on jouait pas bien à l'époque, hein, mais vraiment pas, et donc on a fait 3 ou 4 samples au moins, et puis on les jouait comme ça, tu vois, c'est ça. Mais si on l'avait joué naturellement, ça n'aurait pas donné le même délire, tu vois. Donc, et quand on fait ça, on comprend la façon de travailler le hip-hop avec la MPC. Quand il découpe les disques et les samples sur les disques, qu'il les joue comme ça. Et on se dit, mais on va intégrer ça au zouk. Vas-y, essayons pour voir. On va changer les sons de basse. On va prendre des gros sons de basse de hip-hop, machin. Et donc, c'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer, en fait? Et ça donne ce son caractéristique. On est donc fin 90, début 2000. Et puis on mélange, on met de l'anglais, on commence à mettre aussi des textes aussi qui sonnent beaucoup plus R&B, beaucoup plus groovy. Une façon de chanter différente aussi. Complètement différente. Parce que le flow R&B n'a rien à voir avec le flow du zouk, en vrai. On se pose pas pareil. On ne vibre pas pareil, on ne fait pas les mêmes fins de phrases, il y a plein de choses qui bougent, quoi. Et on essaie. Et moi, mon logiciel a changé. Complètement, mais et je l'ai assumé. Il y a un autre truc qui a changé aussi, alors ça c'est assez spécial, je le dis parce que j'ai eu la remarque, pas encore la critique, mais ça m'étonnerait pas que ça vienne, et c'est tout à fait légitime. C'est que là, je viens de sortir un extrait de mon prochain album que je travaille, mais que j'ai écrit complètement en créole guadeloupéen. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé à travailler beaucoup avec des Guadeloupéens. Et ce que j'explique aux gens, c'est qu'ici à Paris, il n'y a pas la Martinique et la Guadeloupe, il y a les Antillais. Et quand nous, on est ici, je te demande pas si tu es Martiniquais ou, tu vois, ou tu es Guadeloupéen, nous ensemble, tu vois. Et puis mais je ne travaillais au final quasiment qu'avec des Guadeloupéens. Sauf Nichols, mais qui, pour moi, est un Martiniquais, mais de Paris, c'est un bouc Paris, quoi. Voilà. Donc, qu'avec des Guadeloupéens, et mon créole est devenu guadeloupéen, dans l'écriture. Essentiellement de manière instinctive, j'arrivais pas à faire autrement parce que voilà, ça sonne un petit peu plus, j'ai l'impression américain, effectivement. Et ça peut paraître con, hein, ce qu'on dit, mais on a tous été comme ça. Quand on est jeune, on veut ressembler à des Américains. Bien sûr. Claude François voulait ressembler à Elvis Presley, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Dick Rivers aussi. Enfin bon, voilà, c'est tout le temps comme ça. On a tous vu Tony Chasseur à une époque danser, machin. Il était fan de Michael.
Tu vois, et Rotin, on n'en parle pas. Enfin, on a tous, à un moment donné, voulu ressembler à un Américain. Et tu es parti, tu as eu l'occasion à cette époque-là de partir aux États-Unis? Pas du tout, je suis allé bien après. Mais une fois que j'y suis allé, je suis pas reparti. Je suis resté très longtemps, effectivement. Non, parce qu'à l'époque, si tu veux, c'est un peu fermé, les États-Unis. Et ça s'est rouvert pendant quelques années. Il fallait faire partie du voyage. Parce que ce sont des communautés très très fidèles, les communautés haïtiennes et capverdiennes. Et ils ouvrent la porte pendant quelques temps, ils prennent quelques artistes et ils ne les lâchent jamais. Voilà. Et donc ils ont ouvert à un moment donné, on est quelques-uns à être passés. Donc Eshad, donc Nichols, donc Winceslover, les Lachiko, toute cette petite période-là, on est passé Tina, et puis et j'en faisais partie. Toute une génération. Tu évoques la communauté haïtienne et capverdienne. On ne peut pas passer à côté, justement, cet ajout, cet ingrédient supplémentaire que vous avez rajouté à cette époque-là au Zouk R&B, cette dose capverdienne, cette dose haïtienne. On n'est pas encore au Gouillade, mais on commence à rajouter des sonorités compas. Ah ouais, complètement. Je me rappelle que les sonorités haïtiennes et capverdiennes ont commencé d'abord, elles, à faire du zouk. C'est eux qui ont commencé à faire du zouk. C'est eux qui ont emprunté beaucoup au zouk, au départ. Du coup, quand ils venaient à Paris, quelquefois, on se rencontrait, ils voulaient voir, et je me suis retrouvé sans être parti ni au Cap-Vert, ni au Portugal, ni aux États-Unis, à travailler pour des Cap-Verdiens, plus des Cap-Verdiens, je dis, que d'Haïtiens, mais j'avais quand même beaucoup d'Haïti dans les mains, quand je fais Week-end là pour Ludo, quand je fais Zougourdel 2003, et puis j'en ai fait d'autres, hein, avec toujours cette petite touche de musique haïtienne, mais mélangée aussi un petit peu au Cap-Vert. Quand je fais pour Looney Johnson, je fais Elle in the Air, il y a les deux, tu vois. Donc, ça, c'est avant de commencer à voyager. Une fois qu'on commence à voyager, ça veut dire que cette musique-là qu'on créait, avec ces petits emprunts, ça fait le tour du monde. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai commencé à voyager. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, je signais mes chansons de Ali Angel, tu vois. Et les DJ là-bas aux États-Unis, ils se retrouvaient à passer 3-4 chansons signées du même gars, Ali Angel, mais c'est qui ce mec-là? Et il y en a un qui est venu carrément à Paris, il a voulu me rencontrer, il m'a dit allez, on part aux États-Unis et on va jouer. Et je suis resté pendant... Et d'ailleurs, Angel, ça vient d'où? Oula, the question. Alors, figure-toi que donc on était un duo improbable, Nichols et moi. Improbable. Les gens ne comprenaient pas comment on pouvait être aussi liés. Faut pas oublier que Nichols, c'est un mec de Paris, et les mecs de Paris à la base et les mecs des Antilles, ça s'entend pas, tu vois. Et en plus, un métis comme moi, machin, lui, il était à l'armée. Quand je l'ai rencontré, il était à l'armée en Martinique. Il a dit à lui, faut que je le tabasse, lui. J'aime pas sa gueule. Tu vois, c'est ça son truc. C'était ça la politique à l'époque. Ça peut être critiquable, mais c'était comme ça. Et on se rencontre un jour, et puis il se dit, mais on fait du coup, ce mec-là. J'avais ce pouvoir d'apaiser un petit peu Nichols dans des délires, parce que je suis comme ça, j'apaise les gens dans le contact. On va tout de suite à l'essentiel, viens, on fait de la musique, on chill, quoi. Et les gens ne comprenaient pas. Quand je rentre à Paris, les gens qui connaissent Nichols savaient son staff. Ils disaient, c'est l'inverse des fréquentations de Nichols. On dirait un ange et un démon. Le démon, c'est Nichols. L'ange, chez moi. Et du coup, quand on commence à faire de la musique, on a même créé à un moment donné une sorte de concept à deux. On faisait que du hip-hop, que du R&B. Et on pouvait pas garder nos noms de Zouk. Donc lui, il s'appelait Dion, et moi, je m'appelais Angel. Dion, c'est que tu enlèves le M, démon et l'ange, quoi. Dion et Angel. Et donc, ça vient de là. Et ça vient de là. Et là où c'est apparu vraiment, c'est sur le premier album de Warren que j'ai fait, où c'est là qu'on entend pour la première fois Laisse-moi te donner, sur cette chanson-là, allez, Angel. C'est la première fois que c'est apparu. Plein de souvenirs. On continue de feuilleter cet album Souvenir, Ali, et j'aimerais qu'on vienne, parce qu'on était justement au début des années 2000, c'est une époque où on achète encore des CD. Alors, c'est une époque où on achète des CD, mais c'est une époque qui est charnière. 99-2000, c'est une époque extrêmement charnière. Je me rappelle d'ailleurs
Comment il s'appelait cet animateur? J'avais le nom là, j'ai oublié. Zut, Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre, JP sur Média Tropical. C'est un Américain avant l'heure, lui aussi. C'est fan de tout ce qui est R&B. Et je me rappelle qu'il faisait des émissions le soir tard sur Média Tropical pour présenter cette nouvelle génération qui arrivait avec un son, une façon de chanter différente. On faisait des émissions fleuves là-bas chez lui pour présenter les albums. Et un jour, il avait fait une émission avec toute la nouvelle génération. On était tous là pour présenter nos albums qui sortaient à la même période, je me rappelle. Et moi, j'arrivais avec l'album de Nichols, sur lequel il y avait Striptease, d'ailleurs, et mon album At Home. Et c'était des émissions incroyables parce qu'on se rendait compte que quelque chose avait changé. Qu'il y a une génération qui arrivait, on ne sait pas où elle va, mais c'est complètement nouveau, c'est complètement fou. Alors, ce qui était incroyable, c'est que on faisait des concerts ici, on faisait des boîtes, les boîtes de l'époque, les Manapani, j'oublie les noms, le Diamant Noir, enfin, c'est la grande boîte à Montreuil, là, j'ai oublié son nom, bref. Et là-bas, c'était l'euphorie. Ouais, là, on avait besoin de garde du corps. Parce que c'était... Et c'est là où tu prends conscience aussi. Oui, qu'on a créé quelque chose. Par contre, quand on va en Martinique, en Guadeloupe, pas pareil, hein. Parce qu'effectivement, là-bas, ils sont pas prêts encore. Et je me rappelle de concerts où on arrive avec des baggy, avec des machins. On vient chanter notre truc en anglais avec des phases de danse, machin. Le public, tu vois, il nous regarde, qu'est-ce que c'est ça? Et puis après, ils annoncent Alex Catherine. Et puis là, je dis, ok, d'accord, bon, on a du chemin. Parce que, effectivement, là-bas, il y a des boss. Et c'est le terroir, c'est le pays, c'est le créole, c'est le machin. Enfin bon. Donc on a dit, ouais, on n'est pas allé trop loin, là, quand même, un petit peu. Donc, effectivement, on a essayé d'édulcorer pour un petit peu. On garde notre truc, mais vas-y, on va peut-être pas quand même lâcher le pays. Donc, c'est pour ça qu'on est revenu à des choses un petit peu plus zouk. Par la suite, quand tu écoutes juste At Home, qui est full R&B de dingue, et l'album que j'ai fait après, qui est quand même peu plus zouk. Voilà. Est-ce que c'est toujours possible, parce que quand tu évoques ces souvenirs-là, on voit bien que donc il y a différentes manières d'écouter du zouk à Paris et aux Antilles. Il y a aussi différentes générations. Est-ce qu'on peut toujours rassembler toutes les générations autour d'un titre de zouk? Je pense que oui, mais ce sera systématiquement un titre des générations d'avant, pas des nouvelles générations. Parce que notre génération à l'époque, elle fait son zouk à elle, mais ça veut pas dire qu'elle renie l'ancien. Non, tu vois. Voilà. Bien sûr. On aime le zouk des générations d'avant, mais on comprend que les nouvelles générations soient paumées par ce truc qui n'est pas local. Et on est critiqué pour ça. Vous faites pas du zouk local, vous faites, c'est quoi ce truc-là? Je me rappelle un jour, une anecdote incroyable. Parce que j'avais ça quand même. J'écoutais les conseils des gens. J'écoutais les conseils de mes maîtres. Mais une fois, j'ai pas écouté. Alors, pour te donner, je te donne deux exemples. Quand je commence le zouk, j'ai une amie, Axel Hill, qui était rentrée dans Quack d'ailleurs, en remplacement de Léa Galva, Axel, et je la connaissais depuis longtemps, et elle fait son premier album. Big album, tu vois, avec beaucoup de moyens, produit, réalisé par Jacob Desvarieux, enfin bon, tu vois. Et elle me demande un titre. Et à l'époque, moi, j'ai juste fait Théorème. Et je fais la chanson. Et elle me dit, ok, je viens avec Jacob écouter la chanson au studio. Enfin, studio, c'était pas un studio, c'est chez Laurent. C'est là qu'on avait mis le matériel. Et Jacob arrive. On a 20 piges. Jacob. Et il débarque, on se rappelle, la Rolls-Royce, à l'époque, il avait une Rolls-Royce. Il se gare, il vient, il écoute la chanson, et puis il la valide. Mais tu sais, je pense que les artistes comme Jacob, comme d'autres, et un peu comme moi de ce qu'on me dit, on a quelque chose de différent. Faut être artiste vraiment pour comprendre qu'on est sur une bulle, on est vraiment dans un monde à part. Et si on ne l'est pas, on est moins artiste, en fait. Il faut avoir ce côté perché, ce côté connecté aux choses, avec une hypersensibilité. Et Jacob, je sais pas, c'est comme s'il avait senti un truc. Il m'a dit, ce que tu fais, c'est bien, Ali.
Mais n'oublie jamais quelque chose. On est en 95. Hein. Ta carrière va commencer quand tu auras 10 ans de carrière. Donc j'ai 1 an de carrière. Je me dis, ok, ça rentre là. Je sais pas quoi en faire, mais ça rentre là. Quelque temps après, je suis chez Ronald, assistant. Et Ronald me dit, ce que tu fais, c'est bien, Ali. Mais sors. Va en boîte. Va voir comment les gens réagissent. Parce que je ne sortais jamais. D'ailleurs, je ne sors toujours jamais. Mais je l'ai fait à l'époque. Et j'ai compris ce qu'il m'a dit. Sors. Vois pourquoi les gens se lèvent quand il y a une chanson. Pourquoi ils vont s'asseoir quand il y a une chanson. Regarde les émotions des gens. Je l'ai fait. Et j'ai compris. Mais pour revenir à Jacob, que j'écoutais, je continue ma carrière. Je me dis, mais ça va, ça augmente, ça prend de l'ampleur, ça va. Hein. 2003, Zouk Bordel, 2004, deuxième Zouk Bordel, là on devient des machins, mais on n'est pas encore à mes 10 ans de carrière. Écoute bien, l'histoire dont je t'ai parlé là, le Cap-Verdien qui est venu me voir, il vient me voir en décembre 2004. Je pars jouer pour la fin de l'année 2004, 2005. Ma carrière internationale démarre. Et je commence une tournée mondiale pendant presque 10 ans à faire le monde entier. J'ai dit, tiens, on est en 2005, ça fait 10 ans de carrière. Jacob. Les fameux 10 ans. Ouais, 10 ans. Mais un jour, je vais au studio Zorino, au studio de Jacob, au culot avec Nichols. On avait les MD, les trucs MD, là, des sortes de cassettes, voilà. Ouais, les jeunes qui écoutent, ils savent, les mini-disques, ils savent même pas ce que c'est, voilà. Bien avant le MP3. Et on lui fait écouter l'album qu'on faisait pour Nichols. Avoir son avis, en espérant une signature, parce qu'on voit ce qu'il a fait pour Rotin, ce qu'il a fait, tu vois. On est à Zorino, enfin bon, on aimerait avoir cette qualité-là. Et à cette époque-là, on n'a pas la capacité technologique, financière de faire ça. Et lui, il écoute, il analyse, il dit, ouais, c'est bien les gars, mais vous voyez votre rythmique là, et puis il prend ses mains, il commence à taper sur ses genoux, sur ses cuisses. Vous voyez là, vous devriez faire comme ça, machin, pour le swing et tout ça, on écoute. Ok, d'accord, Jacob. On part. Allez, vas-y, on oublie le vieux là, on va faire notre affaire. On va faire comme nous on veut. La rythmique, on la bouge pas, elle reste comme ça. Et on a suivi notre truc. Parce que, voilà, à un moment donné, il faut se faire confiance, comme je disais au début. Et on a fait notre truc. Donc il faut pouvoir écouter les anciens, mais quelquefois aussi s'en affranchir. Et je l'ai vécu, moi, de mon côté. Parce que je suis dans la transmission, et beaucoup des petits qu'on voit, qui commencent à débarquer, qui ont fait déjà des choses énormes, ils sont passés par moi à une époque. Et j'aurais donné plein de conseils qu'ils suivent et continuent quelquefois à m'appeler. Mais je me rends compte que j'ai donné des conseils qu'ils n'ont pas suivis, ils avaient raison. Ils avaient raison. Il faut pouvoir faire la part des choses. Mais c'est vrai que l'expérience de base de nos pères, elle est importante pour tracer un sillon, en fait. C'est ça. Et c'est ce que j'ai remarqué. Jusqu'au moment où tu te dis, allez, maintenant je prends ma voie. Les 10 ans, les fameux 10 ans, hein, pour laisser mûrir tel un fruit, pour qu'il soit bien mûr et pour que justement ta carrière explose. Aujourd'hui, parce que on est dans les souvenirs, mais parlons aussi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va très, très vite. Aujourd'hui, tu peux sortir un titre et en 3 semaines, t'as fait le tour du monde. Comment ça, tu le vois, tu le vis, comment tu l'analyses? Par contre, ça, j'ai pas d'exemple de ce que tu viens de dire. Je caricature, oui, mais parce qu'aujourd'hui, il y a plus de tubes, en fait. Ouais, c'est ça le problème. C'est que moi, à l'époque, quand tu fais une chanson lundi, on a réussi à avoir un système technologique qui nous permet de faire à la maison. Tu vois, ou dans le studio, à l'époque, on travaillait à Section Zouk. On fait la chanson lundi, on l'enregistre mardi, on la mixe mercredi, on la masterise vendredi, samedi, elle part en radio, dimanche, elle est tube. Mais quand on dit qu'elle est tube, c'est que Martinique, Guadeloupe, Paris, Réunion, Guyane, elle est diffusée partout, mais fort. Et elle fonctionne partout. Et puis les États-Unis commencent déjà à appeler. Le Cap-Vert commence déjà à appeler. Tu vois. C'était ça, moi, à l'époque, ma vie, quand on faisait des morceaux. C'était ça. Des tubes partout. Partout. Et on fait des collaborations avec les Cap-Verdiens, des Haïtiens de partout. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça parce qu'il y a trop. Enfin, et pour moi, il y avait plus de musique qu'à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a
trop de musique en général. Avec ce système de Spotify et YouTube et tout ça, on peut pas se concentrer sur une chanson. Ce qui fait qu'en plus, bon, pas critiquer si c'est une mauvaise chose, les chansons aujourd'hui elles font 2 minutes 30, 2 minutes 50. Et il m'explique les gens que c'est parce qu'il faut faire des streams, donc vaut mieux que la personne réécoute la chanson 3 fois plutôt qu'il écoute une œuvre que tu as construite sur 4 minutes, 5 minutes. C'est triste parfois. Alors ne parlons même pas des albums qui ont disparu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système de Kleenex de la musique, et on parle même pas encore de l'intelligence artificielle qui va être une vraie catastrophe. Mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas la musique comme elle était avant, c'est-à-dire des tubes qui passent partout. Les seuls, je trouve, aujourd'hui, qui réussissent à avoir des... Et encore, est-ce que ça va... Bref. Ce sont les Réunionnais, avec Calypso, Michael et Achuros, qui réussissent à avoir des titres qui sont tubes partout. Partout. Marvin aussi, j'ai vu que c'est l'un des rares aussi qui continue à faire ça, même s'il en fait pas beaucoup. Mais dès qu'il arrive, il est tube partout. Mais c'est peut-être ça aussi. Aujourd'hui, on manque de temps. C'est-à-dire qu'il faut produire, et peut-être qu'il faudrait produire moins. Et prendre plus le temps, en tout cas, de se consacrer à ce qu'on fait. Tu sais, le problème, c'est que chaque personne a une réalité. La personne qui vit de la musique et pour qui c'est difficile est obligée de produire tout le temps, mais qui dit produire dira lâcher des sous. Tu vois. Et si ça marche pas, faut refaire derrière. La personne qui vit bien, qui n'a pas besoin de musique pour vivre, elle peut se dire, ouais, je produis une chanson quand j'en ai envie, et je mets les moyens qu'il faut parce que je peux me le permettre. Et donc, on arrive avec une qualité, mieux maîtrisée, tu vois, et puis là, ça va marcher vraiment. S'il y avait une règle, s'il y avait une recette, je serais sur mon bateau, on ferait ça en visio, tu vois, on ferait l'interview en visio, je te dirais, je suis à Monaco, désolé, tu vois, voilà, on en serait là, tu vois. Donc, la recette, c'est difficile de dire qu'il y en a une qui fonctionne à tous les coups. Maintenant, le fait que la technologie avance, que des gamins fassent tout chez eux sur un MacBook, ça change beaucoup de donnes. On a une diversité musicale incroyable malgré tout. Parce que effectivement, avec la technologie, on peut analyser le dernier Burna Boy, on le prend, on le met dans son ordinateur, on enlève la voix, on garde que la rythmique, on comprend comment ça a été fait. Tu composes par-dessus, tu cherches une mélodie, tu la poses tout de suite, tu as tout de suite une idée, machin, allez, tu mets ça dans ta banque de composition, allez, on va faire ça avec le tel morceau que j'ai entendu de Richard Bierman, on analyse, tac, et tu crées beaucoup plus vite parce que la technologie va à une vitesse pas possible. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a une richesse incroyable. Aujourd'hui, un gamin peut faire énormément de styles de musique. Il y a une richesse incroyable, il y a un volume de production incroyable. Est-ce que le mot musique avec un M majuscule existe encore? Est-ce qu'encore les instruments ont une place? On a beaucoup parlé d'instruments, de programmation tout à l'heure. Est-ce que c'est encore sa place aujourd'hui? Oui et non. Moi, en fait, le problème que je trouve dommage, c'est que nos maîtres ont quasiment arrêté. Parce que c'est eux qui auraient pu nous montrer qu'on peut encore faire de belles choses, parce que eux, par contre, c'est des vrais musiciens. Ce sont des gens qui ont fait le conservatoire souvent, qui lisent la musique à vue. Tu ne te classes pas dans cette catégorie? Pas du tout. Je ne sais absolument pas lire la musique à vue. Absolument pas. Alors, autodidacte dans tout, tu vois. Mais moi, j'ai pas arrêté. Donc, je peux pas me classer dedans parce que j'ai pas arrêté. Je parle de ceux qui ont arrêté. Et là, je vais en citer quelques-uns qui sont des gens que j'adore. Ce sont les Willy Salcedo, les Frédéric Caracas, Ronald Rubinel. Il sort des petites choses, mais c'est pas le volume, c'est pas le Ronald de l'époque. Ils ont chacun leur raison et ça se respecte. Mais c'est vrai que s'ils avaient tenu, s'ils nous avaient montré qui sont les maîtres encore, ça aurait peut-être changé les choses, parce qu'en fait, on aurait vu que on est encore loin du conte. Mais à partir du moment où le conte, c'est nous qui en fiction les limites, nous, je parle des générations qui viennent, qui disent, c'est moi qui suis en tête de tous les charts, avec ce que je sais, avec le peu que je sais faire, je règne sur les charts. En fait, j'ai pas besoin de m'améliorer, parce que je suis déjà boss. Donc on n'avance pas. Et avec l'intelligence artificielle, tu vas voir que ça va être encore pire. Ça, c'est sûr. Donc en fait, la place des instruments,
Dans la mesure où je pense que la vie est toujours un cycle, à un moment donné, on va se fatiguer de tout ce qui est soit intelligence artificielle, soit uniquement logiciel, parce que pareil, avant l'intelligence artificielle, rien que la musique par informatique, tu pouvais faire des choses incroyables sans avoir besoin de déplacer une tierce personne. Moi, je suis guitariste, je joue quand même sur beaucoup de projets par-ci par-là, mais il y a une magie en moi. Comme je te disais, moi je suis en studio, j'ai 20 ans, et puis je croise des grands musiciens qui viennent jouer sur mes albums. Donc moi, considéré par des gens pour qui je travaille comme un grand musicien, si c'est le cas pour eux, mais je les ai pas rencontrés, ils m'ont envoyé un email. Je sais même pas la tête qu'ils ont. J'ai joué, j'ai envoyé, ils m'ont envoyé l'argent par PayPal, et puis voilà. Et puis après, je croise des gens en boîte, ils me disent, ah, merci pour les guitares sur mon titre. Ouais, d'accord. Je sais pas pour qui. Même les consommateurs, moi, je me souviens de mes premiers albums que j'achetais à la Fnac, à Virgin. La jaquette, hein, tu l'ouvrais et tu voyais toute la liste des musiciens qui ont collaboré avec les remerciements. Merci à toi. Et même toi aussi, en tant qu'auditeur, en tant que consommateur de musique, tu savourais et tu appréciais le travail de l'équipe. Hein. Et alors ça, c'est un truc que moi, je déteste dans le milieu national. Et ça m'insupporte. Et moi, dans le milieu zouk, je m'efforce de le faire. C'est quand on fait les crédits sur YouTube, tu sais. J'ai sorti une chanson, je mets les crédits de qui a fait quoi, machin, hein, vraiment, je détaille. Alors que Natio, ils mettent juste les réalisateurs du clip, point. Ils mettent ni les auteurs, ni les compositeurs, ni les intervenants. Et je trouve ça tellement dommage, alors que c'est super important, ne serait-ce que pour nos droits voisins, tu vois, ça peut servir, on ne sait jamais, tu vois. Mais voilà, ça c'est on ne savoure plus. La musique n'est plus devenue une œuvre comme à l'époque, tu vois, qu'on peut tenir dans sa main, tu vois. Mais ça peut revenir. Parce que j'y crois pas. Est un cycle. J'y crois pas dans ce sens-là. Je parle de ça, le cycle peut revenir sur la façon de l'orchestrer, mais sur la façon de la consommer, je vois pas. Honnêtement, je vois pas. Je suis très critiqué dans le milieu de la musique antillaise, très critiqué. J'exagère bien entendu parce que comme je suis un peu provocateur, je n'arrête pas de dire que le zouk est mort. Ah, Alice Ancadia, comment ça, le zouk est mort? Je dis, le zouk est mort. Mais pourquoi? Alors, généralement, les gens qui disent ça ne sont pas des acteurs de la musique, du zouk. Donc, ils sont choqués. Parce que tous les samedis, ils vont en boîte, ils dansent leur zouk. Ils disent, d'accord. Tu danses sur quel titre? Les Gold, ok, d'accord. Ou quelquefois les DJ eux-mêmes qui vont remixer un Rihanna sur une mix zouk, et voilà, mais à quel moment les nouveaux zouk là, ils les passent? C'est une première chose. Mais soyons clairs, j'ai pas dit que l'amour du zouk est mort. J'ai dit le zouk est mort, mais je parle de l'industrie. Il y a plus d'industrie. Qui défend le zouk? Où sont les labels? Déjà à l'époque, faut bien comprendre, et c'est très très important pour vous qui écoutez, c'était fondamental et merveilleux ce qui se passait dans les années 90, 2000. Ce qui était fabuleux, c'était que en Martinique, il me semble qu'il y avait 2 labels principaux. Il y avait Hibiscus Records et Granier Music. Eh ben, les 2 labels avaient un son. Quand un morceau sortait, on savait que ça sortait de chez Granier ou ça sortait d'Hibiscus. Comme une écurie. Eh ben, en Guadeloupe, c'était pareil. On avait Debs, on avait l'ISO. Ok. Et on savait. Parce qu'ils avaient l'équipe d'un tel. À Paris, il y avait un son aussi. Et donc, on écoutait les albums. Souvent, ça pouvait être les mêmes musiciens, parce qu'il y avait des musiciens qui jouaient sur tout, notamment Frédéric Caracas, qui pouvaient jouer sur toutes les écuries. Mais on reconnaissait le son, on reconnaissait une signature, c'était magique. Et ça faisait partie ouais, bon, c'était la magie de l'époque. Aujourd'hui, tout ça a disparu. On a beaucoup de chansons, je ne parle pas de la qualité de l'écriture, du chant, mais tout est devenu linéaire. Il y a plus de cette personnalité-là. Cette magie-là a disparu. Et si on peut pas la transmettre à l'époque, les gens qui nous font rêver, c'est Darbo, c'est Saint-Éloi, c'est Chasseur. Aujourd'hui, qui nous fait rêver? C'est Shannon, c'est Kalash, tu vois. On n'est plus dans l'industrie du zouk, tu vois. Aujourd'hui, qui fait rêver en zouk? Personne. Et il n'y a pas de label qui en fait. Il n'y a plus de son. On se retrouve
retrouve à être quelques ingénieurs du son à qui on envoie des morceaux, ils vont tous sonner. Moi, je veux dire, quand je mixe, j'ai mon son à moi, c'est le son Ali Angel. Donc on va le reconnaître. Et ben justement, parlons-en du son Ali Angel de 2026, avec ce nouvel album qui devra arriver incessamment sous peu. Quelle direction artistique as-tu pris pour ce nouveau projet, puisque justement tu arrives à cette période de maturité où tu t'en fous, comme tu le disais tout à l'heure, où tu es totalement libre de tes orientations. Quelle orientation as-tu voulu prendre pour ce nouveau projet? Alors là, je vais te dire un truc, cet album-là, on va me détester, tout comme on va m'adorer. Vraiment. Parce que, encore une fois, j'en ai rien à foutre. Tu me dis quelle direction? Toutes. C'est simple. C'est simple. Aucune limite. Tu sais, j'ai fait, pendant le confinement, j'ai fait quelque chose qui est peut-être la meilleure chose que j'ai faite dans ma carrière de musicien. J'ai fait J-Con avec mes copains. J-Con, ça a été une aventure phénoménale. Avec des musiciens extraordinaires. Et ça fait des petits aujourd'hui. On a des groupes qui recommencent à enregistrer des choses. C'est bien, et c'est ce que j'ai demandé à mes copains musiciens. J'ai dit, vous voyez, on peut le faire. Venez, on le fait. Donc là, j'ai sorti un single de l'album. Il n'est pas encore fini parce que c'était censé être un EP. On est déjà presque un double album. Et j'ai sorti un single là. C'est un titre de Guy André avec J-Con. Mais le reste de l'album, ça va pas être ça. Donc je vais pas décevoir les gens, mais faut pas s'attendre à un album J-Con, quoi. Sur mon album, il y aura de toutes les époques. J'ai remixé certains titres que j'aimais, qui étaient sortis sur des albums qui avaient fait des faces B, C, D, mais que moi me tiennent à cœur. Je les ai ressortis, mais avec un son des années de l'époque. Tu vois, j'ai sorti des morceaux complètement nouveaux avec un son d'aujourd'hui. Mais alors, est-ce que c'est du zouk? J'en sais rien, parce que c'est vraiment, on est parti dans du R&B de ouf. J'ai sorti aussi, la semaine dernière, l'album de Naël, tu vois, qui m'a partenaire, mon associé, quoi. On travaille, à peu près tout ce qu'on fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est avec elle. Et là, pareil, on n'est pas dans du zouk pur. Donc, en fait, moi, je me donne aucune limite. Ça peut avoir de l'afro. Il y aura du zouk. Pas de case. Voilà, pas de case. Il y aura du zouk, mais ça peut partir du zouk J-Con, comme ce qui est sorti, là, le titre dans mon wow, à du zouk vraiment pur R&B, chanté de manière complètement chelou, avec des synthés chelous, il y a même pas de guitare, c'est des batteries, tu comprends même pas où je suis allé. Moi, je me suis fait plaisir. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire du chiffre. Moi, je pense que ma carrière, de toute façon, c'est là, elle est derrière, tu vois. Je suis pas là pour aller faire des tournées, tout ça. C'est vraiment un album de 30 ans de carrière. Bon, on sera à 32 ans, parce que je prends du temps pour faire l'album. Mais c'est un album de carrière. Je fête mes 30 ans de carrière avec cet album-là. Et avec cet album-là, je traverse toutes les périodes, si possible, qui retracent ces 30 ans de carrière. Donc, toutes les influences, dont les toutes dernières où je suis parti, je me suis retrouvé à faire de l'afrobeat, des choses comme ça. Alors, évidemment, je ramène tout de manière caribéenne quand même, si tu veux, mais ça va pas être un album de zouk comme les gens l'espèrent. Ceux qui ont écouté en sont fans, parce qu'ils ont vu à quel point, mine de rien, dans ma façon de mélanger, j'ai fait des choses dingues. Il y a un morceau avec des cuivres, enfin, je fais des choses complètement barrées. Un album expérimental. Toujours. Mes albums sont toujours, tu réécouteras, tous mes albums sont expérimentaux, tous. Celui-là, il a quelque chose de commun aux autres aussi. Je le dis là en spoil. C'est que tous mes albums, à part le premier, tous mes albums ont toujours été des albums où j'invite mes proches à chanter. En solo, hein. Je suis pas un chanteur. Je suis un réalisateur, je suis un musicien, compositeur. Donc j'aime faire chanter les autres. Et celui-là, j'ai fait chanter ma famille musicale. Tous ceux qui sont autour de moi. De J-Con, à Naël, à Yohan, enfin bon, tu vois, je donne quelques noms, Axel, Tony, voilà, ils sont tous venus sur l'album fêter mes 30 ans avec moi. Voilà. Donc, chacun a une couleur qui est représentée, chacun a un délire. Et c'est un album très, 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 très large, très, très, très ouvert. Alors, ça peut souvent perdre les gens, parce que les gens qui s'attendent à du J-Con, c'est-à-dire, J-Con, c'est une couleur qui est un peu plus mature, c'est plus les gens de mon âge. Ils vont dire, ouais, l'album, il est bien, mais j'aime qu'une chanson. Parce que le reste, c'est peut-être un peu trop expérimental. Les gens qui vont écouter les morceaux un peu plus jeunes, on va dire,
On dit ouais, c'est bien, mais il y a des morceaux, c'est un peu trop local, tu vois, parce que chacun a ses préférences. Mais c'est pas grave. Prenez celui que vous aimez. Prenez l'artiste que vous aimez dedans, parce que c'est comme une compile, en fait. Je chante quand même beaucoup dessus, mais voilà. Prenez ce que vous voulez et amusez-vous. Aujourd'hui, maintenant, on consomme les titres à la chanson, pas à l'album, de toute façon. Donc, amusez-vous, servez-vous et enjoy. Et parcourez le temps à travers tes plus de 30 ans de carrière. Et on revient un petit peu, Alain, à ce qu'on faisait dans les années 90, des concepts, des compilations où justement ça permettait de parcourir différents styles et différentes visions. Et cet album sortira quand, Ali? Alors, il est prévu pour quand il sera fini. Merci. Et j'ai pas de date parce que, par exemple, je devais être en studio tout l'après-midi, là, aujourd'hui, et puis je suis là, avec vous, en interview. Donc, quand j'ai fini, j'y retourne. Voilà, je file. Mais non, honnêtement, pour l'été, ça va être compliqué parce que j'ai encore des concerts, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et puis, de toute façon, tu n'es plus dans une logique, faut que ça sorte à tel moment avant les vacances. Ah non, terminé. De toute façon, du coup, j'ai sorti un single pour les vacances parce que c'est un single qui est très vacances, qui est très solaire, très live. C'est un morceau live, c'est J-Con. Et Guy est là-bas, j'ai vu hier des images, il est déjà en train de le chanter, les radios l'ont déjà, ça tourne déjà un peu partout, donc de ce côté-là, je suis dans les temps, si tu veux, pour être présent médiatiquement. Mais l'album, il sortira... quand il sera prêt. Ouais, parce que j'ai déjà des potes qui ont entendu parler de ça, qui m'ont déjà appelé, m'a dit, je suis pas dessus, t'es fou, quoi. Il y a encore un peu de place, hein. Et il me dit, non, tu trouves la place. J'ai dit, ok, ouais, d'accord, bon. Donc voilà, et ce sont des gens importants que je peux pas ne pas considérer, effectivement. Donc voilà. Je peux pas mettre tout le monde, mais voilà. Et ben en tout cas, on va suivre, hein, bien sûr, hein, via les réseaux sociaux, parce qu'en 2026, ça se passe là. Absolument. Essentiellement. C'est le média principal aujourd'hui. Les CD, c'était hier. Les CD, c'était hier, la Fnac, c'était hier, Virgin Megastore, c'était incroyable d'aller là-bas. Mais voilà. Un petit mot, parce que tu l'as évoqué rapidement, pour conclure, la place, parce que les années Média Tropical, ce sont aussi ces grandes émissions de DJ qui ont permis justement de faire exploser ta musique et la musique de toute cette génération qui a explosé. Moi, ce que je retiens de ça, c'était les soirées où on venait à plusieurs artistes avec les DJ, c'était c'est une sorte de planète rap version Média Tropical. C'était extraordinaire, on se retrouvait là et c'était génial. Et aujourd'hui, hier, ils avaient une place essentielle. Aujourd'hui, c'est vrai que ta musique, tu es directement diffusée directement auprès du public. Il y a plus cet intermédiaire du DJ qui faisait un peu le lien entre le public et l'artiste. Ouais, il y a une distance qui s'est créée avec les médias, avec les DJ. Maintenant, les gens font leur propre playlist, ils ont leur téléphone. Ouais, le smartphone, ça a été aussi quelque chose qui a changé le game du monde entier. Et aujourd'hui, faut essayer de s'adapter. Alors c'est très très dur hein, pour les gamins de 14 ans. Ils sont nés avec, hein, donc ils maîtrisent à une vitesse, mais pour les gens un petit peu plus âgés, on est déjà plus réfractaires à la base, hein, à raconter nos vies sur les machins, mais faut le faire un minimum. Je le fais pas assez moi sur mes réseaux, mais il va falloir que communiquer un peu plus, et puis échanger, et puis nous donner cette date de sortie de l'album quand je pense que en tout cas c'est dans cette année 2026, c'est sûr. Eh bien, on était ravis de passer ce moment avec toi, Ali. Et puis, rendez-vous dans 30 ans. Oula, 30 ans. Que sera le monde dans 30 ans? À quoi ressemblera le monde du zouk dans 30 ans? De toute façon, ça va être par télépathie, tu vois, ça va être un truc. Directement avec les implants. Voilà, avec les implants, voilà. Et puis on aura le même âge d'ailleurs, on aura pas. Eh ben, écoute, Ali. À la prochaine. Et puis, à la prochaine. Merci, très très important, merci de faire ce genre de programme. C'est ce qui nous manque, en fait, aussi dans notre milieu, de la musique zouk antillaise, parce qu'il n'y a pas que le zouk, là, je suis représentant du zouk. Mais c'est ça qui manque. Eh ben, merci à toi. Merci de l'avoir fait. À très vite. Merci.